Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans Portrait. Aujourd'hui, nous parlerons d'un président, ancien président de la République du Congo, Alphonse Massamba Deba, en compagnie de Guy Mafimba. Bonsoir Guy Mafimba. Karid, bonsoir. Très heureux encore d'être là et de revisiter l'histoire du continent et de notre pays et de mon pays. Justement, ça vous évoque quoi aujourd'hui de parler de ce président-là? Alors, deux choses importantes pour moi. Vous savez, c'est un récit. Quand je suis né, à Pointe-Noire, hôpital Assissé, le cortège de Massamba Deba passait. Wow. C'est mon père qui me l'a dit. C'est un destin présidentiel, ça. Bon, c'est vous qui le dites. On touche du bois. Première. Et deuxième chose beaucoup plus grave, c'est le seul chef d'État qui n'a pas de sépulture chez nous. Et c'est quelque chose, quelque chose qui aussi motive mon engagement politique. Et voilà un peu. Et puis la troisième chose, bien entendu, ce qu'on retient du président Alphonse Massamba, ça a été un bâtisseur dans le contexte de la guerre froide. J'aimerais qu'on l'écoute exceptionnellement avant de commencer cette émission. Ça vous gêne pas? On va réécouter un de ses discours et après on reviendra sur son passage. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Entendre sa voix résonner dans ce studio, ça vous fait quoi, Guy Mafimba? Ça me fait plaisir déjà que les Africains, les Congolais surtout, connaissent cet homme. Parce que notre pays, malheureusement, a falsifié l'histoire. C'est des gens, les rares fois vous les entendez. Et donc, ce n'est que... On peut que... Voilà, vous avez honoré un homme qui a droit à être reconnu et connu des Congolais et des Africains. Alors, il naît en 1921 dans le village de Nkolo, si je prononce bien, c'est près de Brazzaville. Oui. Fils d'une famille protestante, donc il grandit dans une éducation stricte, guidée par des valeurs de discipline, de travail et de foi. Ça contraste légèrement avec un qui était au séminaire, qui était prêtre, mais qui vivait beaucoup dans la luxure et tout. Donc là, le Congo a obtenu une véritable rupture, je dirais, au niveau des valeurs. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on est parti le chercher, parce que c'était l'antidote de l'abbé Philbert Yulu. Dans ce registre de la discipline, de l'orthodoxie financière et autres, des valeurs, ce d'autant plus que c'était le président de l'Assemblée nationale. Premier président. De l'Assemblée nationale, sous Yulu, et il a démissionné parce qu'il s'indignait du comportement de l'élite de l'époque. Donc il n'a rien à voir d'un opportuniste. Pas du tout. Wow. Grand commis de l'État, il est arrivé là. Voilà. Peu dans ce monde aujourd'hui. Il était d'abord instituteur. Oui. C'est là qu'il se fait connaître. Exact. Il enseignait au Congo, au Tchad et un peu partout. Et dans les années 1950, alors que l'Afrique se prépare à l'indépendance, il fait son entrée en politique. Quelle sera, lui, sa partition dans la lutte, dans cette période de décolonisation? Pas de manière significative. Je pense que c'est les premiers cadres, c'est des grands commis de l'État. À l'époque, c'était des grands commis de l'État, instituteurs, ça veut dire ce que ça veut dire. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il a occupé sa première fonction politique comme directeur de cabinet au ministère de l'Éducation. De l'Éducation. Et je peux vous dire comment il est arrivé là. Dites-nous. C'est un tonton à moi, d'ailleurs, le vieux Obangi, ouais, qui était, lui, qui s'occupait des questions d'impôts financiers, là où il était instituteur. Donc à Boko, je pense. Et de là, lorsque le fameux ministre de l'Éducation nationale, un homme assez dispendieux, voilà, à l'époque on l'appelait des viveurs. Il aimait les femmes, il aimait la bonne vie et autres. Il a dit, moi, regarde mon registre, je cherche un directeur de cabinet assez rigoureux. Et c'est le vieux Obangi qui va lui conseiller celui qu'il a connu à Boko lorsqu'il s'occupait des questions des finances. Okay. Vous voyez comment l'histoire... Et c'est lui qui le ramène comme directeur. Il dit non, comme toi tu passes ton temps à aller à Kinshasa, aller faire la fête, je te propose comme directeur de cabinet Alphonse Massamba Deba.
Ah, c'est là que c'est à C'est partir de là qu'il obtient qu'il rentre véritablement dans une fonction, parce que le directeur de cabinet, c'est une fonction politique d'abord. Ouais, et là-bas, on dirait qu'il va rédiger des articles pédagogiques, ethnographiques. Et il sera élu député en 1959, député de Nkolo, sa ville natale, lors des premières élections nationales. Et par la suite, président de l'Assemblée. Mais ses relations sont assez, je dirais, un peu tendues avec le président de l'époque. Qu'est-ce qui les différencie concrètement? Qu'est-ce qui ne va pas entre les deux? Bon, je pense que c'est deux profils différents d'abord. C'est deux profils différents, d'accord. Il est protestant, il a des valeurs. Et je n'ai pas beaucoup recoupé, mais je pense que, parce que lui, il est Boko, il est Congo. Yulu était Lari. Et l'histoire, vous savez, la colonisation souvent a eu son tendance à diviser les groupes ethniques pour mieux régner. Et donc, je pense aussi que il y avait... Ça s'expliquait. Mais il y avait aussi des divergences politiques de ce que oui, parce que la presse à l'époque. Lui, il est parti. Parce que, en fait, il n'avait pas véritablement une colonne vertébrale doctrinale. Parce qu'il était au PPC de Jean-Félix Tchikaya. Et puis, il va rejoindre l'UDIA. Bon, passer du PPC à l'UDIA, on ne peut pas dire qu'il avait véritablement une doctrine politique, une colonne vertébrale politique. Mais par contre, il avait un background en termes de valeurs. Je pense que lorsqu'il vient à l'UDIA, l'UDIA au pouvoir, peut-être que pour facilement accéder à des fonctions de responsabilité. Oui. Mais quand il se rend compte que la gouvernance en termes de valeurs n'est pas celle-là, les divergences ne vont pas tarder. Il a même, lorsqu'il démissionne, je crois, de l'Assemblée nationale, on lui propose même un poste d'ambassadeur du Congo en France, et il va refuser. Il va refuser. Ça, c'est le propre des grands hommes, hein, qui ne courent pas derrière les fonctions, mais qui courent beaucoup plus derrière un idéal. Je pense qu'il avait un idéal et durant toute sa magie. Et cette carrure-là d'hommes d'État que vous décrivez très bien poussera les révolutionnaires, si je peux les appeler ainsi, au moment où l'abbé Youlou tombe, aller le chercher à la tête d'un gouvernement provisoire. Est-ce qu'on a les coulisses un peu de... Les coulisses, c'est très important ce que vous dites. Parce qu'il faut expliquer comment ça se passe. Il démissionne. L'abbé Fulbert Youlou démissionne. Il remet la démission à deux officiers. À l'époque, Dupoul, Mouchaka et Mouzabakani. Mouzabakani est Lari, donc proche de l'abbé Fulbert. Proche, non. C'était des républicains, il faut le dire, parce qu'il a fait AET. Mais il est de la même communauté ethnique. Par contre, Mouchaka est Congo comme lui. Lorsqu'il remet la démission, lorsqu'on remet une démission, le président, l'abbé Fulbert Youlou, pensait au premier président de la Cour suprême du Congo-Brazzaville, Machokuta, un grand commis de l'État, un homme brillant, qui était le neveu de l'abbé Fulbert Youlou. Dans mes investigations, je pense qu'il estimait, l'abbé Fulbert, que c'est Machokuta qui avait le profil, entre guillemets, pour le remplacer. On ne sait pas dans quelles conditions, mais qui avait le profil. Mais Mouchaka, qui est du même groupe ethnique, va demander à un certain Kikadidi, que nous retrouverons, l'ami de Denis Sassou Nguesso, que l'abbé Fulbert Youlou a envoyé en formation, donc Kikadidi et Sassou Nguesso, qu'on a envoyé en formation en tant qu'officier de réserve. Et donc, Mouchaka va demander à Kikadidi, qui est son parent, d'aller chercher Massamba Deba, qui était reclus dans son coin à Boko. Est-ce que c'est le fait du hasard? Je ne pense pas, parce que vous allez retrouver le nom de Kikadidi, de Denis Sassou Nguesso et de Mouchaka un peu plus tard dans les contentieux historiques du Congo-Brazzaville. Donc c'était déjà préparé à... Je pense que, voilà, sur le plan politique et sur le plan, on va dire un peu dans une espèce d'imposture ethnocentriste, il y avait une espèce de complot qui ne disait pas son nom pour ramener un homme, mais en réalité, qui était l'antidote aux antipodes de l'abbé Fulbert Youlou. Et quand il arrive, de qui il s'entoure?
Alors, quand il arrive, il est propulsé, très bonne question, par un courant dit révolutionnaire. Je vous ai dit tantôt, lorsqu'on a traité l'abbé Fulbert Youlou, que les révolutionnaires ont fait quasiment hold-up sur une révolution, c'est une grogne sociale. Et les fameux révolutionnaires, c'est quoi? C'est le groupe, on appelait les groupes des métis, c'est-à-dire les Pascal Lissouba, qui sont rentrés au relais d'Europe. Pascal Lissouba, D'Acosta et autres. Des gens brillants. Un autre groupe... Qui sera son ministre de l'Agriculture. Voilà, et Premier ministre après. Un autre groupe qui sont restés à l'intérieur du pays, qui faisait partie des jeunesses, on va dire, de gauche. Les Diawara, Ange Diawara et autres, qui ont joué des rôles historiques, les Machika et autres. Un autre groupe, on les appelle les Noumazalaï, qui sont rentrés aussi d'Europe, mais qui n'étaient pas dans le groupe Donc il y a au moins 4 groupes, et le dernier groupe, donc il y a 4 groupes, 4 tendances, les officiers formés en France, dont Marien Ngouabi et autres, formés dans les grandes écoles, qui ont connu la colonisation en tant qu'officiers de l'armée coloniale au Cameroun, qui ont vu comment l'armée coloniale française a maltraité les Africains, et c'est eux qui ont pris quasiment en otage le président Alphonse Massamadeba. Donc il devient président dans une configuration politique et militaire dont il n'a pas la maîtrise. D'où là, ce qui expliquera peut-être son style, qu'on dirait, sobre dans la gestion de son pays. Alors, quand il arrive aux affaires, effectivement, on a vu tout à l'heure dans son... Il est pragmatique et c'est un homme de gauche. D'un homme de gauche, ouais. protestant, et il estime qu'il a un devoir à faire. Il faut nourrir les Congolais, il faut les vêtir, il faut les transporter, et surtout, il faut créer un tissu industriel. Autant l'abbé Fulbert Youlou, on peut parler d'un visionnaire en termes de capital humain qu'il a voulu mettre en place, mais autant lui c'est un bâtisseur. Et il se donne la priorité de nommer à la tête du gouvernement un homme d'une haute intelligence qui s'appelle Pascal Lissouba. Qui était ministre de l'Agriculture, qui devient Premier ministre après. Et en fait, il a pris les 2 postes. Et c'est lui qui va s'entourer d'une équipe restreinte. Ce n'est pas comme le gouvernement d'aujourd'hui. Ils étaient une dizaine. Je peux vous appeler par exemple David Ganao aux affaires étrangères, Babakas aux finances, Paul Kaya, qui a servi entre-temps le président Houphouët-Boigny, à l'époque, Houphouët-Boigny a fait venir Paul Kaya pour servir au niveau de l'exécutif ivoirien. Donc, des hommes d'une probité morale et des travailleurs. Et c'est ces hommes-là qui ont conçu véritablement le programme qui a fait en sorte que, au niveau socio-économique, le Congo puisse se doter d'un tissu industriel. Justement. Ça, c'est sur le plan économique et socio-économique. Sur le plan politique, en 1964, c'est la naissance du Parti unique, le Mouvement national de la Révolution. Exact. D'où vient cette idée? L'idée vient du fait que les fameux révolutionnaires, qui, soi-disant, ont récupéré la fameuse révolution, alors que nous étions dans un processus démocratique embryonnaire sous l'abbé Fulbert Youlou. Et ils se sont dit, si nous sommes arrivés à ces questions de divergence sous Albert, c'est parce qu'il y a le tribalisme. Donc la seule solution pour lutter contre le tribalisme, et c'est ce qui s'est passé un peu partout en Afrique, il fallait créer des partis uniques. Par exemple, laquelle il crée le mouvement national de la Révolution, le MNR, et surtout, ce mouvement national de la Révolution, dans le contexte de la guerre froide, nous avons Lumumba qui est assassiné, nous avons à Kinshasa, Mobutu qui s'installe avec comme branche de la CIA, Bongo qui s'installe du côté du Gabon et autres, et chez nous, ces 4 tendances
dont les militaires, poussent à ce que le Congo prenne cette figure de proue d'un mouvement progressiste révolutionnaire, et ce d'autant plus qu'à l'époque, c'est l'Union soviétique qui est aux côtés des mouvements qui luttent contre la colonisation, et l'acte inaugural qui marque l'histoire de cette époque, c'est le fait que le Congo, à l'époque là on disait la République du Congo, est le premier pays à avoir reconnu, africain, à avoir reconnu la Chine populaire de Mao, ce qui était un crime de lèse-majesté à l'époque. Et justement, ça possède ma question. Quel était donc le regard de Paris sur ce personnage? Mais c'est là où Paris et Brazzaville sont quasiment en conflit latent, larvé et ouvert sous Marien Ngouabi. Parce que Paris avait peur et avait considéré le Congo comme étant le pays pilote qui était en train d'exporter l'idéal révolutionnaire un peu partout en Afrique centrale, qui jusqu'à aujourd'hui reste le bastion de la France-Afrique. Parce que là, nous sommes en pleine France-Afrique. Avec Bongo, avec le Tchad et autres. Donc, la relation entre Paris et Brazzaville sont tendues, sont quasiment... voilà. Et surtout, Brazzaville, sous Massama Deba, va faire venir les experts cubains qui vont former la fameuse JMNR, avec le partenariat stratégique entre la Chine et le Congo, qui nous a permis de se doter de ce tissu industriel embryonnaire. Aujourd'hui à Brazzaville, même comme au Congo de manière générale, quelles sont les grandes réalisations du président Massama Deba? Je veux vous dire par exemple, et là votre chaîne est panafricaine, vous savez c'est sous Massama Deba qu'on a organisé les premiers Jeux africains. Les premiers Jeux africains ont été organisés à Brazzaville sous Massama Deba. Vous voyez un peu l'idéal panafricain qu'on avait à l'époque le Congo-Brazzaville. Sous Massama Deba, nous avons eu les usines de tout ce qui était besoins vitaux de la population. Nous avons eu par exemple l'OFNACOM, nous avons eu par exemple la production de café, du cacao qu'on transformait sur place, l'usine des cahiers, l'usine des allumettes. Sous Massamba Deba, les Congolais ne connaissaient pas ce que ça veut dire, l'usine textile de Kisundi. Sous Massamba Deba, les Congolais ne connaissaient pas le chômage. Sous Massamba Deba, le Congo a commencé à conquérir le titre de pays le plus scolarisé en Afrique. Et sous Massamba Deba, on va dire, nous avons organisé les journées culturelles, c'est-à-dire que ce brassage entre les départements et autres. Donc, le Congolais était fier d'être Congolais. Et ça, il faut le souligner en lettres d'or. Sous Massamba Deba, l'orthodoxie financière, je vais vous donner un exemple. C'était l'un des rares chefs d'État. Il se déplaçait en mission, par exemple 1 million de francs CFA. Lorsqu'il revenait, il demandait à son attaché financier d'aller remettre l'argent de l'État à sa place. Voilà ce que les Congolais retiennent du président Alphonse Massamba Deba. Mais il y a aussi eu des dérives de sa part qui vont entraîner sa chute. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Et ça, il faut le dire. Pourquoi? Les dérives sont venues de quoi? Du fait que Alphonse Massamba Deba, qui n'a pas de colonne vertébrale véritablement doctrinale et idéologique, se retrouve entre différents courants. Il y en a qui pensaient qu'il fallait être à la gauche de la gauche, c'est-à-dire le courant des Diawara et autres. Et lui, il prônait le socialisme bantou, un acronyme un peu bizarroïde que prônait aussi Senghor. Socialisme bantou, il fallait apporter les spécificités culturelles. Et un autre groupe plutôt des militaires qui estimait que Massamba Deba ne va pas trop loin. Donc, cette contradiction interne, comme dans tout processus révolutionnaire, il y a toujours une contradiction principale et une contradiction secondaire. Donc la contradiction principale est venue du fait qu'on estimait qu'il était trop mou dans le cadre de la révolution. Donc il fallait s'en débarrasser. Et lui, il s'est laissé piéger, entre guillemets, en laissant
en laissant passer un courant trop de gauche, qui ont créé une espèce de milice qui s'appelait la JMNR, qui a commencé à assassiner les deuxièmes violences politiques. On a assassiné 3 hauts cadres, le président de la Machokota, Poabou et Anselme et autres. On les a assassinés et ça a créé. Et cette milice avait une connotation ethnique. On parlera de 2 sinistres personnages, Mabouaka et Castro, qui traquaient les contre-révolutionnaires. Et de cela, l'armée régulière qui s'opposait à cette milice-là, dont la doctrine était maoïste, était cubaine. Ils étaient même mieux armés que les véritables l'armée régulière formée à Saint-Cyr, qui ne comprenaient pas que des simples miliciens deviennent avoir... Et c'est comme ça que les Mariangwabi, Yombi Opango est encore à l'époque à Moscou, mais en fait, les Kingonga ont estimé que, bien entendu, cette milice-là allait à contre-courant de ce que devait être une armée régulière. Et la convergence entre les hommes politiques de gauche pour la gauche et les militaires a fait en sorte qu'on le mette en minorité et qu'on puisse conduire à sa chute. Le 27 juillet, c'est ça. Voilà. Et ça, il faut le souligner. Il a démissionné. Il n'a pas... Hein, pardon. Il a démissionné un peu plus tard. Il démissionne en septembre. Voilà, c'est en septembre. Mais il a tenté, en fait, de mettre en place un attelage politique pour sauver son régime. Mais sauver son régime, c'était de neutraliser cette milice. Donc, en neutralisant cette milice, lui-même, il se retrouvait en porte-à-faux. Et donc, ça a amené à sa chute. Et après sa démission, il retournera dans son village natal. Mais il aura des problèmes par la suite, beaucoup de problèmes. Malheureusement, raison pour laquelle tout à l'heure j'ai commencé par le fait qu'il n'a pas de sépulture, et ce d'autant plus qu'après, avec Mariangwabi qui arrive aux affaires, on en parlera très certainement. Oui, sur le prochain numéro. Voilà, le prochain numéro. On comprendra pourquoi ce monsieur, dont Mariangwabi a voulu à un moment créer une espèce de binôme pour la conduite des affaires de l'État, a été sacrifié. Mais tout est-il que... Oui, on y reviendra. On y reviendra et surtout, on va retenir de cet homme un bâtisseur qui a péché, je pense par naïveté. C'est le pouvoir qui fait ça, finalement. Parce qu'on commence toujours bien et après... C'est toujours dans les portraits qu'on réalise depuis le début. Le contexte, il y a toujours des bonnes choses. Je pense que le contexte de l'époque était difficile. Et surtout, la révolution finit toujours par bouffer ses enfants. Parce que cette histoire de révolution, on le voit aujourd'hui un peu à l'AES. Hein. Vous savez, lorsqu'on se dit homme providentiel ou on se dit dans un processus révolutionnaire, mais le processus révolutionnaire, il y a toujours des contradictions secondaires. Et lorsqu'il est arrivé à une contradiction secondaire, il n'a pas pu tenir véritablement le levier et il a été... poussé à la démission. Merci beaucoup. Et il faut souligner, je le dis encore, il faut le souligner comme je l'ai dit dans le premier épisode, il a démissionné. Il n'a pas fait couler le sang des Congolais. Ouais, et ça, c'est le propre des hommes d'État. Bien, en tout cas, merci beaucoup Guy Mafimba, merci de nous avoir fait voyager dans le parcours politique. Merci à vous. Merci à vous. Massaba Débat. Merci à Keren, ma stagiaire, qui a vraiment... bien fouillé dans les archives pour qu'on puisse réaliser cette émission. Merci à Emilion pour le design aussi et à Moustapha Kanté, bien évidemment, la réalisation, sans qui rien n'est possible. Et à demain pour un nouveau numéro consacré, bien évidemment, au commandant Mariangwabi et au général Yombi Opango. Ben voilà, donc à demain. Pour la Merci. Suite. Merci beaucoup.